Cameroun, les statistiques indiquent que 20 à 30% de la population sont porteurs du germe drépanocytaire et environ 6 000 à 7 000 enfants naissent chaque année avec la drépanocytose. Bien qu'il n'existe pas de données précises sur le taux de prévalence, les autorités sanitaires ont élaboré un plan stratégique national de lutte contre la drépanocytose. Cette stratégie, qui couvre la période 2025-2030, vise à réduire de 25% l'incidence de la maladie d'ici 2030 et à diminuer la mortalité prématurée évitable liée à cette affection. Loin de la stigmatisation et des préjugés, de nombreux drépanocytaires trouvent du réconfort en partageant leurs histoires, apportant ainsi de l'espoir à ceux qui vivent avec la maladie. Des associations comme Break-Sicker Cycle leur offrent une plateforme pour partager leur expérience, créer un réseau de soutien et encourager les jeunes malades à faire preuve de résilience, de force et à vivre avec l'espoir que la drépanocytose n'est pas une fatalité. Bonjour, je me nomme Bakemba Ruth Patience, drépanocytaire SS, âgée de 3 ans. Je suis rédactrice en assurance et je fais partie de l'association Break Sickle Cell. Déjà, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 8 ans. Avant les 8 ans, je ne savais pas ce que c'était que être malade parce que je voyais tout le temps j'étais malade. Personne ne savait que c'était la drépanocytose, si bien que c'est à l'âge de 8 ans qu'on a fait le test de l'électrophorèse, on a découvert que j'étais atteinte de drépanocytose, et je portais le gène S. Ce qui a fait qu'au fil du temps, je faisais les crises régulièrement, chaque année. Parfois, en une année, je pouvais faire les crises 1, 2, 3, 4, 5 fois. Je prenais les transfusions. Et on me faisait les ponctions, on injectait souvent, c'était un produit là pour calmer la douleur, mais la douleur était très 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 élevée, si bien que après j'ai commencé à m'en sortir à tenir parce que c'était tellement difficile pour moi de m'en sortir, même quand il pleuvait, à chaque fois que j'avais un petit froid, je sentais mal partout, aux genoux, sur les bras, les doigts et tout. C'est comme ça que je suis allée à l'hôpital, on m'a pris en charge et c'est comme ça que j'ai pu gérer ma crise. Et parfois je prenais le remède de sang, je prenais les antalgiques. Parfois je me jetais dans l'eau pour pouvoir supporter la douleur. Parfois j'allais me balader quand il pleuvait, sauter sur la pluie. Mais après, quand les crises ont commencé, je n'arrivais pas à supporter. Je restais toujours seule quand j'étais malade parce qu'il n'y avait personne à côté. Et au fil du temps, j'ai appris à gérer comme ça jusqu'aujourd'hui. C'est vrai que parfois, même à l'école, j'avais les difficultés d'être acceptée par mon entourage, même quand j'étais à l'université. Et c'est quand j'ai commencé à entrer dans le domaine professionnel que j'ai pu être acceptée. Et on a considéré ma maladie comme une maladie qui n'avait pas d'importance. On me voyait juste comme une personne apte à tout faire. Bien que j'ai eu une ostéonécrose qui m'empêchait souvent de marcher, de courir, je parvenais quand même à effectuer certaines tâches. Même si je n'arrivais pas à me lever comme les autres, à m'asseoir, bien à ramper, je n'arrivais pas. Mais avec le temps, j'ai appris à gérer au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je parviens déjà à courir, je parviens à jeter la béquille par moment, je parviens à effectuer plusieurs tâches que je peux, je parviens à préparer, je parviens à aller nager, je parviens à aller courir avec les autres. Donc c'est un peu mon quotidien, quoi. Concernant les crises, vraiment,
C'est un moment très très difficile parce que quand ça vient, ça ne provient pas. Parfois on peut être assis là, on cause, pourtant la douleur est en train de commencer un peu. Je me dis que bon, ici je dois prendre Doliprane, je me dis que ça va alléger. Je prends ensuite un autre Antalgique, ça allège. Après, quand l'heure, il y a une heure là, vers les 19 heures, la douleur commence à être plus élevée. J'arrive pas à calmer. Je me dis que bon, qu'est-ce que je dois faire? Je réfléchis, je m'injecte, je fais ceci, je pars à l'hôpital. On prend la température, on voit que je suis à 40, on fouille quel Antalgique qu'il faut donner. Les médecins n'arrivent même pas à trouver le protocole qu'il faut calmer la douleur. On est obligé de faire appel au cordeau ou bien à un autre médecin d'un autre pavillon pour qu'il vienne essayer de gérer la douleur. Et c'est une expérience très difficile, surtout quand on est dans les hôpitaux et qu'il y a certains infirmiers ou médecins qui ne maîtrisent vraiment pas ce qu'il faut donner en cas de douleur ou bien en cas de crise, syndrome thoracique aigu. C'est un moment très très difficile parce que parfois il y a même personne qui peut comprendre que ici tu as mal, ici tu as peur. Parfois tu demandes même qu'on te masse, personne ne peut comprendre que tu ressens vraiment cette douleur là au fond de toi. Du coup tu es obligé de t'énerver même. Parfois tu es en colère, tu as même envie de taper sur quelqu'un parce que la douleur atteint son paroxysme. Et à ce niveau nous sommes obligés de faire appel à l'Oxynor, je ne sais pas trop, le médicament qu'on administre souvent aux personnes qui ont un peu une maladie mentale là. C'est ça qu'on nous donne souvent pour calmer nos douleurs. Mais vraiment, c'est un moment très très difficile à gérer. Mais pour ma part, bon, j'ai appris à gérer au fur et à mesure, si bien qu'il y a des moments où quand j'ai mal, je gère comme ça. J'essaye de prendre les Antalgiques, j'essaye de boire beaucoup d'eau. J'évite d'être là où il y a trop le soleil, d'être là où il y a trop le froid. Je m'habille à chaud, je bois beaucoup d'eau et je consomme les fruits. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et j'aurai 33 ans le 14 avril, par la grâce de Dieu. Et le conseil que j'aimerais donner aux drépanocytaires, c'est qu'ils ne doivent pas se laisser morfondre. Ils ne doivent pas se décourager parce que la drépanocytose, ce n'est pas une maladie fatale. Ce n'est pas une maladie. Certes, oui, il y a d'autres qui meurent de cette maladie, mais il y a une hygiène qu'il faut bien suivre. L'hygiène est très très importante. Il faut toujours boire de l'eau. Quand on sait qu'on ne peut pas faire ceci, il ne faut pas forcer. Il faut être très très strict dans les règles d'hygiène et éviter surtout ce qui ne donne pas à notre corps. C'est mon conseil. Et de faire aussi les trophorèses. En ce qui concerne la découverte de la pathologie avec laquelle je pourrais dire je vis, cela a été fait quand j'étais encore j'étais un enfant vraiment, j'étais un nourrisson à l'âge de 6 mois. Donc je ne peux pas vraiment connaître ce qui s'est produit à ce moment précisément. Mais à partir du moment où j'ai pris conscience, je me suis rendu compte que j'avais certaines différences et que je ne pouvais pas me mouvoir au quotidien comme toutes les personnes parce que j'avais certains interdits. Et au-delà de ces interdits, je me rendais compte que j'avais certaines limites parce que par rapport à mon état de santé, j'avais certaines limites qui ne me permettaient pas de pouvoir faire comme le commun, de pouvoir me mouvoir comme tous les enfants en quelque sorte. Parce qu'il fallait avoir des médicaments qu'il fallait prendre je pourrais dire, à des moments précis. Il fallait éviter de se retrouver dans certains points, comme par exemple se retrouver sous la pluie, par exemple ne pas pouvoir faire du sport comme tous les enfants. Et je pourrais dire encore ne pas pouvoir se laver comme tout le monde, parce que à l'époque, je ne pouvais pas me laver avec de l'eau fraîche. Comme pour dire, quand je dis de l'eau fraîche, de l'eau qui sort directement du robinet ou bien de l'eau qui sort du puits, donc il fallait toujours chauffer de l'eau. Donc c'était quelquefois, je pourrais dire, des barrières. Mais je pourrais dire par la grâce de Dieu que certaines de ces barrières ont été brisées par la grâce de Dieu. Et aussi qu'à un moment aussi, je peux dire que j'étais limité
dans ma vision des choses parce que comme quoi j'ai reçu des informations des proches qui disaient que je ne pouvais pas avoir un certain âge. Parce que comme quoi je vis de cette maladie. Et je peux dire également que je croyais à cela parce qu'à cette époque, je n'avais pas de personnes que je connaissais qui étaient mes aînés. Donc je pouvais croire que quand on dit qu'une personne atteinte de la dépendance ne peut pas vivre plus de... Elle ne peut pas avoir 15 ans, 20 ans, 25 ans et autres, je croyais que c'était vrai. Parce que je n'avais pas connu des aînés ayant mon âge, étant tout jeune. Mais il y a eu un dilemme qui s'est produit à partir du moment où j'ai eu l'occasion de rencontrer un aîné qui avait au-delà de, je crois, 30 ans, M. Dean, de regretter mémoire, qui avait au-delà de 30 ans. Donc ce qui a permis... Et à la suite de cela, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer l'Association nationale des dépendants, association que dans laquelle j'ai milité par le passé. Donc, et aussi, j'ai aussi eu l'occasion d'avoir des proches, je pourrais dire de rencontrer un psychologue qui m'a permis de comprendre un certain nombre de choses. Le docteur, à l'époque, c'était le docteur Njengwe, qui est le professeur Njengwe actuellement. Disant aussi cela, j'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus, qui m'a encore plus boosté parce que je suis devenu enfant de Dieu et j'ai compris un certain nombre de choses et j'ai mis en application un certain nombre de choses concernant la parole de Dieu qui m'amène à pouvoir vivre, et je pourrais dire convenablement, très très mieux que par le passé, et parce que ma vie actuelle est totalement différente de ce que j'ai vécu il y a je pourrais dire plus d'une dizaine d'années, oui, parce que beaucoup de choses ont changé. Je suis beaucoup plus épanoui. Moi qui étais toujours quelqu'un de crispé, qui était toujours quelqu'un qui n'est jamais jovial, Oui, en parlant de ce à partir de quel moment est-ce que il y a des crises qui m'ont amené à croire que pendant cette crise, je vais passer les vies à trépas. Mais ça n'a pas été ça. Et je peux dire que je suis passé par des moments difficiles, mais gloire à Dieu, j'ai aussi eu l'occasion de passer par des crises où après cette crise, je pouvais me retrouver joyeux, de pouvoir retrouver la vie, en quelque sorte. Donc, je veux simplement encourager toutes les personnes atteintes de cette pathologie de garder le moral, de veiller sur, je pourrais dire, de marcher, d'appliquer les règles d'or. Et pour le reste, je pourrais encourager tous les parents à faire l'électrophorèse de l'hémoglobine à leurs enfants avant qu'ils n'atteignent un certain âge, parce qu'il est important pour chaque Camerounais, je pourrais dire pour chaque Africain, de connaître son électrophorèse de l'hémoglobine. Oui, c'est parce que c'est à base de l'électrophorèse de l'hémoglobine qu'on connaît si on est porteur de la maladie ou alors si on n'est pas porteur de la maladie, parce que c'est une maladie qui se transmet de parents à enfants. Alors, je suis le docteur Godi Isangui, venant tout droit du Congo-Brazza pour ce rendez-vous très, très exceptionnel. C'était quoi? Voilà, c'était ça. Avant de manger cela, on va un peu nourrir notre cerveau, mais dans la généralité. Voilà pourquoi j'ai voulu que cela soit de façon exceptionnelle, parce que la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Donc, il se peut qu'on oublie 90%, mais le 10%, nous voulons sortir tous ici avec le minimum. D'accord ? La drépanocytose, c'est cette maladie génétique la plus répandue au monde, dont le plus grand pourcentage se trouve en Afrique noire. Le plus grand pourcentage, on parle de près de 80%. C'est cette maladie héréditaire qui conduit à une déformation des globules rouges, en une forme appelée couramment la forme fossile ou de demi-lune, et qui entraîne une anémie chronique. Donc maladie héréditaire qui entraîne une anémie chronique chez un enfant, un adolescent ou même un vieux. Mais de cause génétique.
Seule cause, c'est la génétique. Il n'y a pas d'autre cause que la génétique, que l'hérédité. Alors, pour enchérir, quand on dit que c'est une maladie génétique, ça veut dire que ça se transmet des parents aux enfants. Alors, nous allons être un peu plus précis. Quand on dit des parents, ce ne sont pas des parents loin, loin, comme on dit, arrière-grand-père, non. C'est de papa et maman à l'enfant. Donc, c'est déjà pour casser les fausses informations disant que cela vient spécialement de la famille paternelle ou spécialement de la famille maternelle. Ce sont les deux parents portant le gène de la drépanocytose vont transmettre cela aux enfants. D'accord. Alors, il y a plusieurs types de drépanocytose, mais la plus fréquente reste la forme SS. Alors, l'hémoglobinopathie SS est la forme la plus répandue, avec plus de 75%. Mais on a aussi la forme SC, qui se trouve beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Alors, cette forme est appelée forme composite SC, et la drépanocytose peut aussi s'associer à la bêta-thalassémie, l'alpha-thalassémie. Mais ce qu'on peut retenir, que le public doit retenir, c'est que la forme SS est la forme la plus répandue. D'accord? Et même la forme SC se comporte identiquement comme la forme SS. Donc SS et SC, pour ne pas compliquer la population. D'accord. Alors, déjà avant de toucher au niveau du porteur, nous allons parler du porteur sain. Parce que nous avons un individu malade, qui est le SS, mais nous avons aussi le porteur sain. Le porteur sain, c'est celui qui est partiel. D'accord? Alors, je note déjà que le porteur sain ne manifeste pas la maladie, mais a le gène, peut transmettre la maladie en s'unissant avec un autre porteur ou une autre porteuse qui est sain, qui n'est pas malade. D'accord? Alors, pour tomber dans la question, celui qui porte la maladie, celui qui est SS, déjà très tôt, à partir de 6 mois, l'enfant peut présenter déjà les premières manifestations. OK? Et à l'âge de 2 ans, le premier signe qui alarme, c'est ce qu'on appelle la dactylie ou encore le syndrome pied-main. L'enfant, les mains vont commencer à s'enfler. Donc, quand vous avez un enfant, les mains commencent à s'enfler, à partir de 2 ans, des hospitalisations fréquentes, OK? Des crises de douleur à répétition. Il faut premièrement interroger si c'est la drépanocytose ou pas. Voilà, donc c'est une maladie qui concerne tout le monde. Du coup, il faut être aux aguets avec ces premiers signes d'alarme. Au reste, quand la maladie s'installe, ce sont des crises de douleur à répétition, des infections à répétition et tout ce qu'on a pu citer le long de l'exposé. Connaissant comment se manifeste la drépanocytose, alors nous allons détecter ces facteurs de risque afin de les combattre. Alors, on ne peut pas citer tout, on va quand même énumérer les plus importants. Les changements climatiques, le froid, c'est le drépanocytaire. Le drépanocytaire doit combattre avec effectivité pour se protéger au maximum du froid. D'accord? Et aussi de la température élevée. Donc, tout ce qui est changement de température chez le drépanocytaire, c'est vraiment avec un suivi, c'est avec des précautions. OK? Et nous avons aussi la fièvre. La fièvre peut déclencher la crise. Alors, comme nous savons tous que la fièvre n'est pas une maladie, en ayant la fièvre, avant 48 heures, le sujet de drépanocytaire doit aller à l'hôpital pour déceler quelle était l'origine de la fièvre. OK? Alors, le traitement des infections. Traitement des infections par la vaccination, par l'antibiothérapie, que je déconseille de prendre à la maison. C'est à l'hôpital, le médecin va déceler l'infection et traiter l'infection. D'accord? Donc, les facteurs de risque, c'est ça, éviter les changements de température, éviter les vêtements serrés, tout ce qui peut nuire à la circulation sanguine, on doit éviter. Éviter des endroits où il y a une carence en oxygène. Parce que le drépanocytaire a déjà un problème du globule rouge, il faut être dans des endroits aérés. Et en général, on va appeler ça une hygiène de vie stricte. D'accord? Il n'y a pas
des défendus, non? Ou encore, non, le drépanocytaire ne doit pas manger ceci, ne doit pas manger cela, mais le drépanocytaire a une hygiène de vie stricte. Et pour avoir une hygiène de vie stricte, ce drépanocytaire doit être sujet au contrôle, doit aller de temps à autre au contrôle médicaux, doit avoir un médecin fixe au préalable qui fait un suivi chaque trimestre. D'accord? Donc en gros, c'est ce qu'on peut déceler comme facteur de risque. D'accord. Alors, le premier traitement, c'est ce qu'on vient de faire, c'est l'éducation sur la drépanocytose. Nombreux sont malades, nombreux sont affectés, nombreux portent le gène, mais ne savent pas comment ça se manifeste. Ok? Nombreux croient que c'est une maladie qui se retrouve que dans l'autre famille. Moi, je peux vous dire avec certitude, dans toutes les familles africaines, il y a le gène de la drépanocytose. Ça ne veut pas dire que comme tu es AA, que ton frère ne pourrait pas être AS. D'accord? Donc, quand on comprend que la drépanocytose nous concerne tous, je suis du Congo-Brazza, mais je me retrouve au Cameroun pour parler d'un thème. C'est un thème commun. D'accord? Première, c'est l'éducation de la maladie, sur la maladie ou sur la pathologie. D'accord? Et en plus, connaissant comment la maladie se manifeste, il y a les douleurs, il y a l'infection, ok? Alors, on va aller avec un traitement symptomatique. Traitement des antidouleurs. Le drépanocytaire connaît comment on joint ces antidouleurs-là pour combattre la douleur. Antidouleurs, je vais éviter de citer les noms parce qu'on connaît ce que ça crée. Ça va faire ce que le patient refuse d'aller à l'hôpital. Mais bon, nous les classons par palier. Le premier palier, c'est le paracétamol. Quand il a mal, il commence par le paracétamol. Quand ça ne marche pas, il augmente. Il peut ajouter un deuxième palier jusqu'à arriver à un troisième palier qui est réservé à l'hôpital, la morphine. Okay? Donc on essaie de combattre la maladie de façon de combattre la douleur, excusez-moi, avec tous les moyens, en jumelant les molécules pour combattre la douleur. Mais on va rappeler un truc, la douleur a toujours une origine. Il n'y a pas de douleur sans cause. S'il y a une douleur, s'il y a une crise, c'est parce qu'il y a une maladie sous-jacente. C'est en traitant cette maladie-là qu'on traite la cause. Donc, traitement antalgique ou antidouleur, anti-infectieux au cas où il s'agissait d'une infection, transfusion sanguine au cas où il s'agissait d'une carence de sang, d'accord? Oxygénothérapie s'il y a un problème d'oxygène. En conclusion, il faut aller à l'hôpital pour avoir le plan qu'il faut face à la situation donnée. Très bonne question, j'aime la question. Et ce que je peux dire, c'est que nous n'allons pas minimiser les efforts des gouvernements des pays africains, okay? Que ce soit celui du Cameroun ou celui du Congo, nous n'allons pas minimiser parce que ces avancées médicales ont eu un impact jusqu'aujourd'hui à notre niveau. C'est-à-dire, le drépanocytaire avant n'atteignait pas 20 ans. C'était une maladie qui tuait les enfants. Mais aujourd'hui, nous avons dans nos sociétés des gens qui dépassent. Cela montre qu'au niveau de la qualité de nos soins, il y a eu quand même un plus. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans la course pour la lutte contre la drépanocytose, nous sommes derrière par rapport aux autres. Les autres parlent déjà de thérapie génique, les autres parlent de greffe de la moelle osseuse. Nous n'avons pas encore les moyens de le faire. J'ai ouï dire qu'au Sénégal, on a commencé avec... Mais bon, c'est encore en retard. Donc ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que maximisons déjà la sensibilisation afin que les populations comprennent de quoi il s'agit et mettons foi en nos gouvernements afin de déployer, d'améliorer le plateau technique, permettre que ces avancées qui sont de l'autre côté se retrouvent là où on en a besoin le plus. Parce que c'est nous qui regorgeons le plus de drépanocytaires dans le monde. Santé en bref, donc je vais être bref aussi. Je vais être bref, c'est un honneur pour moi. Merci pour cet appel. Merci de mettre l'accent sur ce qui est le plus important pour nous. Parce que être en bonne santé, c'est même ça le plus grand bonheur qu'une personne peut espérer. Parce que peu importe ta profession, si tu n'es pas en bonne santé, ça ne sert à rien.
Alors, une émission qui se consacre à ta santé, c'est une émission qu'on doit soutenir. Alors, je crois que vous avez vos médias sociaux. Je crois que partout le monde, on va partager, on va soutenir. Parce que celui qui veut ton bonheur, qui veut prendre soin de toi, veut réellement ton bonheur.